Sita descend de l'avion à Abidjan, heureuse de revenir après 10 ans à l'étranger. Elle a réussi sa vie et va bientôt se marier avec Karim. Elle cherche des visages connus dans la foule qui attend derrière les barrières. Sa mère apparaît, plus mince, plus ridée qu'avant. À côté d'elle se tient une silhouette élégante que Sita met quelques secondes à reconnaître. Fatou. Son amie d'enfance a changé mais quelque chose cloche. Tu es devenue si belle, murmure Fatou à son oreille. Et ce Karim dont tu parles dans tes messages, j'ai hâte de le rencontrer. Sur le trajet vers la maison familiale, Sita raconte avec enthousiasme sa vie à l'étranger, ses succès professionnels, son bonheur avec Karim. La nuit tombe sur Abidjan. Dans sa chambre d'enfance, Sita s'endort paisiblement, ignorant que son retour a réveillé des rancœurs endormies depuis longtemps. Le lendemain, Sita se réveille avec les odeurs de son enfance. Sa mère prépare le petit déjeuner dans la cuisine. « Tu ne peux pas savoir ce que ça m'a coûté de t'envoyer là-bas », commence-t-elle en remuant la bouillie. « Après la mort de ton père, tout est devenu si difficile. » Sita écoute, la gorge nouée, le récit des années de sacrifice. Sa mère qui travaille jour et nuit, qui vend ses bijoux un à un, qui emprunte de l'argent à des taux exorbitants. Tout pour que sa fille puisse saisir cette opportunité. Je faisais le ménage chez les riches du quartier de Cocody le jour, poursuit sa mère. Et la nuit, je cousais des vêtements pour des boutiques. Parfois, je ne dormais que 2 heures. Sita prend les mains usées de sa mère dans les siennes. Je te rembourserai tout, maman. Ma carrière avance, Karim gagne bien sa vie aussi. Nous prendrons soin de toi maintenant. Ce qu'elles ignorent, c'est que Fatou se tient dans le couloir, écoutant chaque mot. Ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Elle aussi avait un rêve. Elle aussi était brillante à l'école. Mais personne n'a vendu de bijoux pour elle. Personne n'a sacrifié son sommeil pour son avenir. Plus tard, quand Sita sort de la cuisine, elle trouve Fatou qui l'attend avec un grand sourire. « Allons faire un tour dans le quartier », propose-t-elle. « Il y a tant de choses que tu dois revoir. » « Te souviens-tu de notre pacte ?» demande soudain Fatou, les yeux fixés sur la cour de récréation déserte. Sita hésite. Des bribes de souvenirs lui reviennent. 2 petites filles se tenant par la main, jurant de toujours rester ensemble, de réussir ensemble. Nous avions juré de ne jamais nous séparer, poursuit Fatou. D'étudier ensemble à l'université, de travailler ensemble ensuite. Le malaise de Sita grandit. Elle se rappelle maintenant. C'était Fatou la première de la classe, pas elle. C'était Fatou qui expliquait les mathématiques à Sita, pas l'inverse. Comment les rôles s'étaient-ils inversés ? La vie nous a menés sur des chemins différents, répond-elle doucement. Mais regarde-nous aujourd'hui. Nous sommes de nouveau réunis. Fatou sourit tristement. Oui, nous voilà réunis. Juste à temps pour ton mariage. Elles continuent leur promenade, passant devant la maison abandonnée où vivait autrefois Fatou avec ses parents. Sita se souvient vaguement de leur mort, d'un accident peut-être. Du père de Sita qui avait pris Fatou sous son aile, l'avait presque adopté. Une semaine plus tard, Karim arrive à Abidjan. Grand, élégant dans son costume malgré la chaleur, il serre respectueusement la main de la mère de Sita avant d'embrasser sa fiancée. Le dîner est animé. Karim raconte comment il a rencontré Sita à l'université, comment il a été impressionné par son intelligence, sa détermination. Elle était la seule étudiante à poser des questions pertinentes dans ce cours ennuyeux d'économie, rit-il. J'ai su immédiatement qu'elle était spéciale. La mère de Sita hoche la tête, fière. Fatou observe la scène en silence, son visage indéchiffrable. Plus tard, alors qu'elle aide à débarrasser, elle se retrouve seule avec Karim dans la cuisine. Elle a toujours été exceptionnelle, dit Fatou doucement. Nous étions comme des sœurs, vous savez. Je connais tous ses secrets. Karim la regarde avec curiosité. Elle m'a beaucoup parlé de vous aussi. Son amie d'enfance, presque sa sœur. Fatou s'approche légèrement. A-t-elle mentionné que c'est moi qui l'aidais à l'école ? Que j'étais celle qui rêvait de partir étudier à l'étranger ? Karim fronce les sourcils, mais avant qu'il puisse répondre, Sita entre dans la cuisine. Fatou s'éloigne rapidement. Les semaines passent, rythmées par les préparatifs du mariage. Sita est débordée mais heureuse. Fatou l'aide pour tout,
les invitations, les tenues, la nourriture. Que ferais-je sans toi, lui dit Sita. Un soir, elle retrouve une vieille photo d'école. Regarde comme tu étais déjà ambitieuse, dit Fatou. Et toi, plus douée que moi, répond Sita. La vie est étrange, n'est-ce pas? J'ai eu de la chance. Fatou sourit, la chance se provoque parfois. Dans sa chambre, Fatou écrit son journal. Les pages révèlent sa souffrance, sa jalousie croissante. Elle a eu tout ce que je méritais, écrit-elle. La bourse d'études aurait dû être pour moi. Elle se souvient du jour où l'oncle de Sita a utilisé ses relations pour aider sa nièce à obtenir cette bourse, alors que Fatou avait de meilleures notes. Oui, elle aussi était brillante, mais j'étais la première de la classe. Elle ne mérite pas tout ça, continue-t-elle. Elle a toujours eu de la chance. Moi, j'ai perdu mes parents. J'ai dû me battre pour chaque miette. Et maintenant, elle revient pour étaler son bonheur. Cette nuit-là, après s'être assurée que tout le monde dort, Fatou se glisse hors de la maison. Elle se rend dans un quartier éloigné, connu pour ses pratiques occultes. Elle frappe à la porte d'une vieille femme dont la réputation de guérisseuse ou d'empoisonneuse, dont la réputation n'est plus à faire. « J'ai besoin de quelque chose de spécial », murmure Fatou. « Pour une amie qui m'a trahi. » La vieille femme la regarde longuement avant de hocher la tête. « Reviens demain à minuit », dit-elle simplement. La veille du mariage arrive enfin. Les femmes de la famille et les amis proches se réunissent autour de la mariée pour une cérémonie intime. On chante, on danse, on partage des conseils pour la vie conjugale. La mère de Sita, les yeux brillants de larmes, offre à sa fille un collier ancien. Il appartenait à ma mère, qui le tenait de sa mère. Ce collier porte la bénédiction de toutes les femmes de notre lignée. Qu'il te protège et apporte bonheur à ton foyer. Sita, émue, laisse sa mère lui attacher le bijou autour du cou. Les femmes applaudissent, certaines essuient discrètement leurs larmes. Fatou observe la scène en retrait, le visage impassible. Dans la poche de sa robe, elle sent le petit flacon que la vieille femme lui a remis la veille. Un poison lent, avait expliqué la guérisseuse. Il ne tue pas immédiatement. La victime s'effondre d'abord, puis sombre progressivement. Cela laisse le temps à la fuite. Plus tard, quand tout le monde dort enfin, Fatou se glisse dans la cuisine. Elle sort le flacon de sa poche. « Ce n'est pas juste », murmure-t-elle. Rien de tout cela n'est juste. Elle range le flacon. Demain sera le jour de la décision finale. Le jour du mariage, Abidjan se réveille sous un soleil radieux. La maison est en effervescence dès l'aube. Sita est parée comme une reine. Sa robe blanche est magnifique et ses cheveux sont ornés de bijoux scintillants. Karim, dans son costume sombre, attend avec impatience. Quand il voit Sita pour la première fois dans sa tenue de mariée, son visage s'illumine d'un amour si évident que même Fatou, qui l'observe depuis l'ombre, en est touché. Sita et Karim échangent leurs vœux, leurs regards ne se quittant jamais. Fatou, habillée d'une robe dorée, sourit à tous. Chacun la complimente pour son rôle dans l'organisation de ce mariage parfait. Personne ne remarque la tension dans ses épaules, ni la façon dont elle surveille constamment Sita du coin de l'œil. La fête bat son plein. On danse, on mange, on célèbre. Karim et Sita sont au centre de toutes les attentions. Ils rayonnent de bonheur, ignorant la tempête qui se prépare. La nuit tombe. Les lumières s'allument, créant une atmosphère féerique. C'est le moment du toast. Fatou se dirige vers le bar. Elle demande 2 coupes de champagne spéciales pour les mariés. Quand le serveur a le dos tourné, elle hésite un instant, puis sort le flacon de sa pochette. Le temps semble s'arrêter. Les rires, la musique se fondent en un bourdonnement lointain. Fatou fixe le liquide ambré dans le flacon. Une goutte suffirait, a dit la vieille femme. Une goutte pour changer le cours de plusieurs vies. Fatou débouche le flacon. Une seule goutte tombe dans l'une des coupes. Elle replace le bouchon et cache le flacon. Personne n'a rien vu. Elle s'approche des mariés, un sourire parfait sur son visage. Pour les 2 personnes les plus merveilleuses que je connaisse, dit-elle en tendant les coupes. À votre bonheur éternel. Sita prend la coupe que Fatou lui tend, touchée par ce geste de son amie d'enfance.
À notre amitié qui a traversé le temps, répond-elle avant de porter le verre à ses lèvres. Le changement est d'abord imperceptible. Sita continue de sourire, de discuter avec ses invités. Puis, progressivement, son teint devient pâle. Elle porte une main à son front, chancelle légèrement. « Tu te sens bien ?» demande Karim, inquiet. « Juste un peu étourdi » répond Sita. La chaleur, sans doute. Mais bientôt, sa respiration devient laborieuse. Ses yeux se voilent. Elle tente de se lever et s'effondre dans les bras de son mari. Les invités s'écartent, choqués. La mère de Sita pousse un cri déchirant. « Ma fille ! Qu'arrive-t-il à ma fille ?» C'est la panique. Quelqu'un appelle une ambulance. On allonge Sita sur un banc, on lui tapote les joues. Elle est consciente, mais à peine. Ses lèvres bougent, essayant de former des mots. Fatou, figée dans un coin, observe la scène avec horreur. Elle n'avait pas imaginé que ce serait si rapide, si terrible. La réalité de son acte la frappe de plein fouet. Ce n'est plus une vengeance abstraite, mais une femme qui souffre, qui lutte pour respirer. L'ambulance arrive enfin. Les secouristes s'affairent autour de Sita, lui posent un masque à oxygène, la perfusent. Karim, le visage dévasté, tient la main de sa femme. Il monte avec elle dans l'ambulance. Fatou s'approche de la mère de Sita, effondrée sur une chaise. « Je vais vous accompagner à l'hôpital » dit-elle d'une voix qu'elle tente de maîtriser. À l'hôpital, c'est l'attente interminable. Les médecins examinent Sita, font des tests. Finalement, un docteur s'approche de la famille. « C'est un empoisonnement » annonce-t-il gravement. « Nous faisons tout notre possible, mais le poison est déjà bien répandu dans son organisme. » Karim s'effondre. « Empoisonnement ? Comment est-ce possible ?» Le médecin secoue la tête. « La police va enquêter. Pour l'instant, nous essayons de la stabiliser. » Fatou sent le monde tourner autour d'elle. Elle s'appuie contre un mur, ses jambes ne la portent plus. Qu'a-t-elle fait ? Ce n'était pas supposé se passer ainsi. Une simple vengeance, un moment d'humiliation, passa. Les heures passent. L'état de Sita se détériore malgré les efforts des médecins. Vers minuit, le docteur revient, le visage sombre. « Je suis désolé » dit-il simplement. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions. » Le cri de la mère de Sita résonne dans le couloir de l'hôpital. Karim tombe à genoux, incrédule. En quelques heures, sa vie a basculé du bonheur absolu à l'horreur la plus complète. Fatou, dans un coin, observe la scène comme si elle était extérieure à son propre corps. Une seule pensée tourne en boucle dans son esprit, « c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai tué Sita. » La police arrive à l'hôpital peu après. Les policiers posent quelques questions et recueillent des témoignages. Qui a servi à boire à la mariée ? Qui aurait pu vouloir lui nuire ? Fatou reste silencieuse, tremblante. Les policiers remarquent son attitude étrange, sa pâleur. Ils la prennent à part pour l'interroger. « Vous étiez proche de la victime, n'est-ce pas ?» demande un inspecteur. Sa meilleure amie, selon plusieurs témoins. Fatou hoche la tête, incapable de parler. « On nous a dit que c'est vous qui avez servi le champagne aux mariés », poursuit l'inspecteur. Est-ce exact ? Le monde de Fatou s'écroule. Elle pourrait mentir, gagner du temps. Mais à quoi bon ? Sita est morte et ils vont découvrir tôt ou tard que c'est moi qui l'ai tuée. C'est moi, murmure-t-elle. C'est moi qui ai empoisonné la coupe. L'aveu provoque un silence stupéfait. L'inspecteur la fait asseoir, lui lit ses droits. Fatou, comme en transe, raconte tout, la jalousie qui a grandi pendant 10 ans, la bourse d'études qu'elle aurait dû avoir, les opportunités perdues, la visite chez la vieille femme, le poison. Je l'aimais comme une sœur, sanglote-t-elle. Mais j'ai toujours vécu dans son ombre. Elle avait tout, l'éducation que je méritais, la carrière que je rêvais d'avoir, l'homme que j'aurais pu aimer. Karim, qui s'est approché sans bruit, l'écoute en silence. Il comprend maintenant l'intérêt étrange que Fatou lui portait, ses questions sur Sita, son insistance à l'aider pour le mariage. « Pourquoi ?» demande-t-il finalement, sa voix brisée par le chagrin. « Pourquoi avoir fait ça le jour de notre mariage ? Pourquoi ne pas simplement vous être éloignée si vous étiez si jalouse ?
Fatou lève vers lui un regard hanté. Parce que je voulais qu'elle sache ce que ça fait de perdre quelque chose d'important. Je voulais qu'elle comprenne ma souffrance. Les policiers l'emmènent, menottés. Elle ne résiste pas. Alors qu'elle passe devant la mère de Sita, leurs regards se croisent. La vieille femme la fixe avec une haine si pure, si intense, que Fatou détourne les yeux. 2 jours plus tard, le cimetière est bondé. Toute la ville semble s'être donné rendez-vous pour dire adieu à Sita. Au premier rang, sa mère se tient droite malgré la douleur qui la consume. À côté d'elle, Karim, le visage fermé, les yeux rouges d'avoir trop pleuré. C'est devenu un cauchemar dont personne ne se réveillera. Le cercueil descend lentement en terre. Karim s'avance et jette une rose blanche sur le bois sombre. « Je t'aimais tellement, murmure-t-il. Je t'aimerai toujours. » Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, Fatou est conduite à la prison pour femmes. Qu'est-ce qui avait changé? Quand la jalousie avait-elle commencé à empoisonner son cœur? Fatou se souvient du jour où la bourse d'études avait été attribuée. De sa déception, de sa colère. Du sentiment d'injustice qui l'avait rongé pendant 10 ans. Fatou apprend qu'elle sera jugée pour meurtre avec préméditation. Elle risque la prison à perpétuité. Un matin, elle reçoit une visite inattendue. La mère de Sita, vieillie de 10 ans en quelques jours, se tient devant elle. Fatou n'ose pas la regarder en face. Elle resta silencieuse. « Pourquoi ?» demande simplement la vieille femme. « Pourquoi avoir tué ma fille, toi que j'ai aimée comme ma propre enfant ?»